Ces enfants nés à moitié. Une enquête à la première personne sur la prématurité, ses conséquences et l'évolution de son traitement. Je m'appelle Alexandre. Je suis né le 5 août 1997 à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart dans le 92. Mais je suis pas né normalement. Je suis né avant le terme, à 32 semaines d'aménorrhée, soit un peu plus de 7 mois de grossesse au lieu de 9. D'après ce que je sais, quand je suis né, je pesais pas plus d'1 kilo et mon père pouvait me tenir entre ses deux mains. Mais je n'ai jamais eu de problème à cause de ma prématurité, même si je sais qu'il y a eu des complications lors de l'accouchement où ma mère et moi sommes passés très près de la mort. Aujourd'hui, tout va bien pour moi. Et c'est peut-être pour ça que, mis à part le fait que je sois né prématuré, un événement qui est devenu une simple anecdote, je ne sais rien du tout. Rien du tout sur la prématurité, sur les conséquences qu'elle peut avoir sur la vie des parents, de l'enfant ou du personnel soignant, ainsi que de son évolution, et surtout celle de son traitement et de sa prise en charge à travers le temps. Qu'est-ce que c'est réellement un prématuré ? Pourquoi on appelle ça comme ça ? Est-ce que j'aurais survécu si j'étais né à 5 ou 6 mois de grossesse au lieu de 7 en 1997 ? Si j'étais né à 7 mois, mais 10 ou 20 ans avant ? Et maintenant, les prématurés, est-ce qu'ils vivent mieux ? Ce sont toutes ces questions qui traversent mon esprit quand je repense à ma prématurité. J'ai donc commencé à effectuer des recherches et j'ai appris qu'une naissance est prématurée lorsqu'elle survient avant la 37e semaine d'aménorrhée, soit avant 8 mois de grossesse. En France, c'est près de 8% des bébés qui naissent prématurément, ce qui représente 60 000 bébés par an et 165 par jour, soit une évolution de près de 25% en 15 ans. Dans le monde, c'est un bébé sur 10 qui naît prématuré, et c'est près de 15 millions de prématurés qui naissent chaque année. La prématurité peut être spontanée lorsqu'elle résulte d'une rupture prématurée de la poche des os, ou qu'elle est la conséquence d'une infection quelconque, d'une consommation excessive de tabac ou d'une grossesse multiple. Comme ça a été le cas pour ma naissance, la prématurité peut être décidée par l'équipe médicale lorsqu'il y a un risque pour le bébé et pour la maman. Cela intervient en cas de prééclampsie ou d'une hypertension artérielle de la maman, ainsi que lorsqu'il y a un retard de croissance du bébé. Il y a aussi différents types de prématurés. Les modérés comme moi, qui naissent entre le 7e et le 8e mois, les grands prématurés qui naissent au cours du 6e mois, et les extrêmes prématurés qui naissent entre le 5e et le 6e mois de grossesse. Les naissances sont dites prématurées parce que le bébé n'a pas fini de maturer dans le ventre de sa mère. Et certains organes comme les poumons, le cerveau, le tube digestif et le canal artériel peuvent ne pas avoir eu le temps de se former complètement en fonction de la gravité de la prématurité. Voilà ce que j'ai appris grâce à mes recherches. Mais ça, vous auriez tous pu le comprendre en naviguant sur Internet. Ces recherches, ça n'était pas suffisant pour répondre à mes interrogations. Je suis donc parti me diriger vers des personnes qui ont réellement vécu la prématurité. C'est donc tout naturellement que je suis parti en parler avec ma mère, une femme à lunettes qui est comme moi pas très grande mais toujours souriante. Elle est donc une mère de prématuré et j'ai voulu avoir son ressenti sur ce qu'il s'est passé avant, pendant et après ma naissance. La veille de ta naissance, en fait, j'ai su que j'allais être césarisée. Mais déjà, depuis 22 semaines, je sais pas si je peux parler en termes de semaines, si vous comprenez. Voilà, à partir de la deuxième échographie, donc du deuxième trimestre, on avait vu des notches sur les artères utérines. Ça veut dire que le placenta travaille pas correctement. Et du coup, les échanges se font pas bien et le bébé grossit moins. Et en fait, ça provoque aussi du coup une prééclampsie, c'est ce que j'ai eu. Du coup, j'étais hospitalisée de la 26e semaine à ce que tu naisses. Jusqu'à 32 plus 6. Tu es né à 32 semaines plus 6 jours. Et voilà. Comme ça continuait à ne pas fonctionner et que mes reins commençaient à se bloquer, ils ont préféré te sortir pour que tu sois en meilleure santé et que moi j'aille bien aussi du coup. Et voilà, on a décidé vraiment de la césarienne la veille pour le lendemain, quoi. C'était vraiment ça. Bizarrement, je me rendais pas compte en fait du souci qu'il y avait parce que je travaillais pas en salle de naissance à cette époque-là. J'étais dans les suites de couches, ce qu'on appelle les suites de couches après l'accouchement. Et du coup, je me rendais pas compte de la gravité. Et même encore mes collègues aujourd'hui m'en parlent. Et elles me disent, quand on te voyait, on avait envie de te dire, mais Angela, c'est grave ce que t'as. Et en fait, c'est peut-être bien. Ça m'a permis de pas trop m'inquiéter, quoi, en fait. Mais bon, après, oui, c'est sûr que avec le recul, je me dis que c'était grave. Vraiment, je me rendais pas compte. Je voyais tout le monde inquiet autour de moi. Il y a même un jour où la sage-femme, j'étais hospitalisée et j'en avais marre d'être hospitalisée. Elle m'a dit, bah écoute, rentre chez toi, mais tu vas voir,
Demain, tu reviens. Parce qu'il y avait l'infirmière qui venait à domicile tous les jours me faire mes tensions et mon monito. Et effectivement, l'infirmière est venue et j'ai passé une journée à la maison. Et voilà. Donc je me rendais vraiment pas compte de la gravité. Toi, t'es né, t'as crié tout de suite. T'avais la respiration aussi, t'as pas eu besoin d'être intubé. Enfin, t'as eu aucun problème. Il fallait juste que tu sois en réanimation pour ton poids déjà, parce que tu faisais qu'un kilo. Et moi, j'ai eu ma césarienne et il n'y avait pas eu de complications du tout, hein. Je suis sorti au bout de 5 jours parce que toi, tu partais de la réanimation. Ils fermaient des lits et en fait, ils gardaient que les bébés qui étaient très graves. Et comme toi, ils estimaient que tu n'étais pas un bébé très grave, ils t'avaient transféré à Brune. Et je me suis dit, bah, comme il est transféré à Brune, je rentre à la maison. Normalement, c'était 7 jours à l'époque, la césarienne. Moi, je suis resté 5 jours. Voilà. Mais j'ai pas eu de complications du tout. Moi, du coup, ça m'a motivé pour bouger plus vite que les autres mamans, peut-être le fait de venir te voir, quoi. C'est à ce moment-là que j'ai été chercher des photos de moi le jour de ma naissance pour les montrer à ma mère et pour qu'elle me dise ce que ça représentait pour elle et ce que ça lui évoquait. Bah, disons que là, avec le recul, je me rends compte que t'étais vraiment petit, et sur le moment, c'est marrant, hein, parce que tu me paraissais pas si petit que ça, en fait. Mais avec mes yeux de maman à moi. Je te voyais pas aussi petit que maintenant, avec le recul, quand je regarde les photos, je dis, ah ouais, il était vraiment petit, petit. Non, bah, puis ça m'évoque que t'as bien grandi, que t'as pas eu de soucis, que tout est bien, qui finit bien en fait, parce que il y a des bébés prématurés qui s'en sortent moins bien que toi. Et bon, après, t'étais un terme quand même vachement avancé, hein, 32 semaines plus 6 jours, ça fait un peu plus de, c'est presque, ouais, un peu plus de 7 mois. Donc c'est vrai que t'étais pas dans les termes non plus à risque non plus, mais je me dis que avec tout le recul, tu t'en es vachement bien sorti, quoi. Il y a des enfants qui s'en sortent moins bien que ça, mais bon, qui sont à des plus petits termes que où t'es né, toi, quoi. Après cette discussion avec ma mère, je me rends compte que j'ai eu la chance d'être en bonne santé après être né à 7 mois au lieu de 9, et que j'aurais pu avoir des séquelles, même si je suis pas non plus né en tant que grand ou extrême prématuré. Elle, qui est auxiliaire de puériculture à l'hôpital où je suis né, m'a donné le contact d'un pédiatre qui pourrait répondre à mes questions et m'en apprendre plus sur la prise en charge du prématuré, le docteur Rafik Benamar. Je me rends donc à l'hôpital Anton Beckler pour parler avec le docteur Rafik Benamar. Il est pédiatre dans le service de réanimation néonatale de l'hôpital. Il est aussi professeur d'étudiants en médecine qui souhaite devenir pédiatre puisqu'il participe à un service universitaire. Lorsque j'arrive dans son bureau, je vois un grand homme mat de peau avec des lunettes et un grand sourire derrière son masque chirurgical. Il m'invite à m'asseoir au milieu d'une pièce qui respire à la sympathie avec des photos d'enfants souriants partout. Pédiatre depuis plus d'une vingtaine d'années, je le questionne sur l'évolution de la prise en charge du bébé prématuré. Euh, la prématurité, il faut savoir qu'au début de la réanimation des nouveau-nés, c'était pas du tout, les bébés n'étaient pas du tout très réanimatoires, hein. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à s'intéresser à ces bébés, on est en train de développer tout ce qui est soins de développement du bébé. On comprend la physiologie du bébé, on essaie de s'adapter à son rythme et tout ça. Tout ça avant, c'était pas pris en compte. Maintenant, on le prend de plus en plus en compte et on s'adapte de plus en plus. La présence des parents aussi, l'allaitement maternel, tout ça, on comprend. Et du coup, il y a une évolution énorme, elle est continue en néonat. Et moi, par exemple, vous me dites, est-ce que entre quand on commençait à apprendre la réanimation des nouveau-nés et aujourd'hui, par exemple, quand j'ai commencé à apprendre, ils nous ont mis un CD, ce qu'il faut faire en salle de naissance. Ce CD-là, on a appris avec. Maintenant, ce CD-là, on l'appelle ce qu'il ne faut pas faire en salle de naissance tellement ça a changé. Donc il y a plein de choses qu'on faisait avant, de façon parfois brutale, systématique. Maintenant, on s'adapte plus et on a vu que c'est pas du tout adapté. Ici, chez nous, c'est le réseau de périnatalité du sud-ouest francilien. Ces réseaux-là, ils essaient d'accompagner ces bébés à la sortie, d'accord, de planifier le suivi. Planifier le suivi, ça veut dire que les parents, on va les voir de façon cyclique, de façon régulière, et refaire tous les bilans et tout ça pour que les parents ne se sentent pas lâchés dans la nature, ne se sentent pas perdus, et tout en sachant que ici, les parents aussi, ils ont un suivi psychologique depuis l'admission dans le service. Donc ça continue même après la sortie. C'est un travail énorme. Un prématuré
un extrême prématuré, ça change toute une vie pour une famille en fait. C'est pas facile. Quand un bébé qui a besoin d'une orthophoniste, d'un psychomotricien, si on a deux rendez-vous par semaine pour chacune, vous allez voir que toute la semaine, les parents ils ont des rendez-vous, des allers-retours et tout ça. Et du coup, il y a parfois des aménagements de travail des parents. Parfois, ça détruit des familles. Mais voilà, on est là pour essayer d'aider tout ça. Et dans la majorité des cas, ça se passe super bien, hein. Après avoir parlé de la prise en charge du bébé et de son évolution, je demande à Rafik qu'est-ce qui explique que le bébé, même extrême prématuré, va directement mieux lorsqu'il est en contact avec ses parents. Quand un bébé est né, déjà l'odeur du lait de maman, elle n'est pas étrange pour lui, il la connaît. Il y a une étude qui était faite récemment, elle est sur l'OMS, elle a dit, on va voir pour les grands prématurés, le fait de les mettre tout de suite en peau à peau avec maman, juste après la naissance, et voir un petit peu l'évolution. On va comparer de l'eau de bébé entre ceux qui sont mis tout de suite en peau à peau et ceux qui ne sont pas mis en peau à peau avec maman. Et cette étude elle a montré de façon nette que les bébés qui étaient mis tout de suite, même s'ils ne sont pas stables, ça veut dire même s'ils ont besoin d'être stabilisés avec un masque, un truc comme ça, on essaie de les mettre le plus rapidement en peau à peau avec les mamans, on les amène dans la réanimation en peau à peau avec les mamans ou dans l'unité de soins en peau à peau avec les mamans. Elle a montré une nette différence statistiquement significative de la mort dans les 28 premiers jours en faveur des bébés qui sont mis tout de suite en peau à peau. Donc déjà sur la stabilité du bébé, sur la gravité de leur état et tout ça, ça améliore nettement le pronostic. Donc cette étude était arrêtée tellement le bénéfice était très très évident. Plus les parents ils sont impliqués dans les soins, plus ils sont présents, plus ils comprennent ce qu'on leur dit, ils appliquent, plus le développement des bébés il est très bien. Les parents, s'il y a des petits signes qu'on ne voit pas, des parents qui ne sont pas présents, qui ne parlent pas à leur bébé et tout ça, et qui sont un petit peu traumatisés, qu'on n'a pas pu accompagner, c'est un très haut risque pour les bébés. Et même pour le développement psychomoteur de ces bébés-là. Le suivi des parents, il est primordial. La prématurité, c'est un facteur de risque de maltraitance des enfants. D'accord ? Donc dans la maltraitance, on a une petite rubrique sur la prématurité et comment il faut accompagner les parents et tout ça. Alors que j'allais partir, Rafik me rappelle l'importance de suivre les parents, même en cas de décès de l'enfant prématuré. Les vertus de l'échec, c'est d'avoir un deuxième bébé, des parents qui viennent pour dire, voilà, on a un deuxième bébé, ça veut dire le traumatisme, il n'est jamais complètement cicatrisé, mais il n'est pas invalidant pour qu'il continue à vivre normalement. Donc ça, c'est aussi très important, même si le bébé, il décède, l'accompagnement des parents est très important. Ce que tu vois ici, par exemple, c'est des prématurés qui sont décédés et que les parents vont venir et qu'on va les voir pour rediscuter un petit peu, essayer d'accompagner ces parents, leur deuil de prématurité et de bébé. Ils doivent reconstituer leur vie à nouveau et tout ça, c'est pas facile. C'est avec plein de réponses à mes questions que je quitte l'hôpital. Je comprends maintenant l'importance du suivi des parents du prématuré, qui est tout autant important que celui du bébé. Je constate aussi que des progrès liés à la médecine ont permis une meilleure prise en charge des bébés depuis des années, et cela de manière continue. Mais ça n'est pas fini. Maintenant que j'ai parlé avec un pédiatre qui suit les enfants, il faut que je m'entretienne avec une personne qui est là lors de l'accouchement du prématuré. J'arrive à avoir le contact d'une sage-femme de l'hôpital Béclair, Christelle Schall, qui me propose de m'entretenir avec elle dans sa maison de Chevreuse. C'est après 35 minutes de route que j'arrive chez Christelle, une femme brune de taille moyenne avec un manteau rouge qui m'accueille dans une grande maison cachée derrière un passage et accessible par des dalles. C'est dans son grand salon que je suis reçu pour parler de son travail auprès des prématurés. Alors moi je suis sage-femme depuis 13 ans à l'hôpital Béclair. Pratiquement tous les jours on a affaire à des prématurés. Typiquement hier j'ai eu 3 naissances, dont 4 prématurés avec des jumeaux. On prend en charge, c'est d'abord les parents qu'on prend en charge, parce qu'on les prend en charge dès le travail, qui arrive soit par une pathologie, soit elles se mettent en travail naturellement. Donc c'est d'abord le travail avec les parents, l'accompagnement avec les parents, le stress qu'ils vont avoir, l'anticipation de la prise en charge, tout leur expliquer,
que les pédiatres vont les prendre en charge. Nous, on a le côté un peu intermédiaire. On n'est pas médecin, mais par contre, on va accompagner psychologiquement et médicalement aussi les parents. Puis ensuite vient la naissance, où on aura tout anticipé. Du coup, c'est nous qui amenons l'enfant, on fait les premiers soins, accompagné des pédiatres. Les pédiatres prennent le relais ou pas, ça dépend un petit peu de la sévérité de l'enfant. Et du coup, ensuite, une fois que l'enfant est stabilisé, qu'on a fait le point, à ce moment-là, on revient avec les parents, auprès des parents, on leur donne des nouvelles qu'ils attendent vraiment avec impatience, parce qu'ils ont à peine vu leur enfant. On leur cache rien, on est très light parce que pareil, rien n'est fini, c'est les premières minutes. Donc du coup, voilà, on leur dit ce qui se passe avec toute la douceur qu'on peut avoir, mais par contre de manière franche. Et quand ça va pas, on le dit aussi, quand ça va bien, on le dit aussi. La prise en charge du prématuré a énormément changé en quelques années. Alors côté technique, avant on intubait beaucoup les prématurités. Tous les bébés préma avant 32 semaines étaient intubés, qu'ils aillent bien ou pas, il n'y avait pas de notion. Donc en fait, effectivement, pareil, je me suis vue intuber des enfants qui allaient bien, qui ne voulaient certainement pas être intubés. Donc ça, effectivement, je pense que maintenant, on est beaucoup plus à la carte. Beaucoup plus on écoute et puis s'adapter à son état plutôt que de lui imposer une prise en charge parce qu'il a cet âge-là, parce qu'il est né à ce moment-là et pas parce qu'il va bien. Et voilà, il y a des bébés qui naissent plus prématurés mais qui vont mieux qu'un autre juste après, qui est plus âgé mais qui va aller moins bien et qui va avoir besoin de plus de soins. Et c'est en ça que la médecine a beaucoup évolué. La prise en charge, et je pense qu'effectivement on est moins délétère. Je pense qu'on a beaucoup réfléchi sur l'adulte, mais aussi il y a eu beaucoup de travail sur le nouveau-né. Je demande ensuite à Christelle si elle a une anecdote concernant une naissance de prématuré qui se serait mal passée. C'est la maman qui arrive, on doit lui dire que elle arrive avec des douleurs, elle ne sait pas ce que c'est, on doit lui dire qu'elle va accoucher. Ensuite, déjà, il y a l'acceptation de la prématurité, tout leur arrive s'ils sont en couple, sur la tête. Et ensuite, on part en césarienne en urgence parce que le bébé ne va pas bien. Nous, la fin des soins, quand il y a un arrêt des soins, une décision, ça ne se fait jamais en salle de naissance. Ça se fait toujours en réanimation, parce qu'ils se donnent toutes les chances. C'est rarement, alors toujours, forcément en médecine, on ne dit jamais toujours et ni jamais, mais c'est très très rare qu'on ait un arrêt de soins sur table en salle de naissance. Très souvent, on se dépêche, on voit le bébé qui va très très mal, effectivement. Ce bébé va mal, on n'arrive pas à le récupérer, on lui fait un massage cardiaque, on l'intube, on lui met toutes les drogues qui sont possibles de mettre, de l'adrénaline, tout ça. Il récupère très mal. Donc on espère, tout en se disant qu'est-ce qui va être mieux pour ce bébé, parce que mine de rien, l'oxygénation n'est pas non plus adéquate, parce que voilà. Et après, on apprend, il va en réa, tout ça, et du coup on apprend quelques jours après, quand on revient au travail, que ce bébé est décédé. Donc oui, ça arrive. Après m'avoir raconté cette anecdote, je lui demande si depuis qu'elle a commencé à travailler en tant que sage-femme, elle a remarqué une évolution de la condition du prématuré. Je travaille peut-être pas depuis assez longtemps pour dire qu'il y a vraiment une évolution, disons en 13 ans, entre avant ils allaient pas bien à ce terme-là et maintenant ils vont beaucoup mieux. En tout cas, tous les examens complémentaires qui sont faits, qui sont mis en œuvre sans arrêt au niveau de la réa néonate font que, en fait c'est dans le même but, c'est qu'on dépiste plus vite pour les traiter mieux, plus vite et pour être plus efficace. Donc en fait, à terme, pour que les enfants aillent mieux. Je trouve que ça évolue sans arrêt en fait. Après, est-ce que, ça j'ai pas par contre de regard épidémiologique pour savoir si vraiment il y a une énorme amélioration en 13 ans. En 30 ans, forcément. En 13 ans, j'ai pas encore ce regard-là. Mais en tout cas, tout est fait effectivement pour que sans arrêt, on se mette en question. Et sans arrêt, les protocoles changent. Et sans arrêt, on se dit, non, là, on pense qu'on ne faisait pas bien, mais on essaye de faire mieux. Et voilà. Et il y a encore d'autres projets qui font que certainement les prématurés iront encore mieux après.
Après avoir compris qu'il y a une évolution qui est constante, je demande à Christelle si moi qui suis né à 7 mois de grossesse en 1997 était né à la place de ça à 6 mois, est-ce qu'il y aurait eu plus de complications pour moi ? Je pense, oui, forcément. Disons statistiquement, on va dire. J'ai vu une patiente qui avait 35 ans, qui était née, alors moi je parle en semaines, je parle pas en mois, mais qui était née tout juste à 6 mois, c'est-à-dire à 26 semaines. Il y a 35 ans, je pense qu'on n'aurait jamais misé sur son pronostic. Mais elle avait un métier, elle avait une vie normale, elle avait peut-être, je crois, un petit déficit de la marche. Mais en tout cas, elle vivait normalement et elle savait qu'elle était une rescapée. C'est vraiment ça qu'on lui a dit, c'est vraiment, je pense qu'on a dit aux parents, parce que ce terme-là, je pense, n'est pas inventé. Et on a assez peu de patientes, effectivement, qui sont nées très prématurées. Ce qu'on appelle les extrêmes prématurés, c'est-à-dire 24-26 semaines, c'est tout juste le début du 6e mois. On a de plus en plus, par contre, d'histoires où les premières naissances sont des grands prématurés et où, en fait, en tout cas, le début de vie de cet enfant, c'est plutôt optimiste. Il n'y a pas de suivi de psychomote, de tout ce qu'on peut mettre en place sur des séquelles possibles. Mais je pense qu'effectivement, il y a 24 ans, le pronostic était largement différent entre un 26 semaines et un 30-32 semaines. Je ne sais pas quel terme tu es né, mais je pense que ouais, c'est ça. Je pense qu'effectivement, entre 2021 et il y a 24 ans, je pense que c'est pas la même chose. C'était pas la même médecine. Et le même accompagnement des parents, je pense aussi. Il y a des parents, c'est pas par désintérêt qu'ils viennent pas en réa, c'est par crainte. Quand un bébé commence à aller mal, il se protège. Et ça, c'est des choses, je pense, qui sont difficilement contrôlables. Et c'est en ça que le rôle de l'équipe de réa néonate est là, pour leur dire il faut venir, il faut qu'on vous explique. Et que même si c'est une histoire qui se termine mal, même si ça se termine en décès, au moins ce bébé aura eu un accompagnement jusqu'au bout. Au moins ils auront l'impression d'avoir tout fait pour ce bébé. Et donc du coup, cet accompagnement-là, qu'il soit dans de belles histoires ou dans des histoires qui se terminent mal, je pense que c'est indispensable. C'est en comprenant l'implication du personnel soignant que je demande à Christelle s'il y a des cas où, lorsque l'histoire se termine mal, il y a après des répercussions sur les futurs enfants du couple. Nous, on en voit ça aussi. Tout de suite, il leur faut un enfant, tout de suite, parce qu'ils étaient déjà dans un projet de parentalité, et tout de suite, il leur faut un enfant, à peine, même pas digérer la première histoire, la grossesse d'après est compliquée. La grossesse d'après est compliquée parce que y a un stress, mais qui est paralysant, qui est vraiment énorme. Et donc nous, on est là pareil, on les accueille, elles peuvent venir 15-20 fois aux urgences, tout en comprenant largement pourquoi elles viennent. Moi, j'ai eu par exemple le cas d'un bébé qui est décédé. Il voulait l'appeler, je crois, Hugo, et ce bébé est décédé. Et en fait, je dis, du coup, vous voulez l'appeler comment, ce petit bébé ? Elle me dit, on voulait Hugo, mais pour moi, Hugo, c'est le prénom d'un bébé vivant. Et dans ma tête, je me suis dit, waouh, j'espère que le prochain garçon qu'ils auront ne s'appellera pas Hugo. Parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd comme histoire. Je pense que au vu de comment elle m'a dit ça, ça serait délétère pour ce petit garçon, ce futur petit garçon, qui aura un énorme poids déjà sur les épaules à peine né. Mais je pense que quand les parents ont compris, qu'ils ont vraiment compris, malgré la souffrance, ça se passe forcément mieux pour après. Alors que j'avais coupé le micro et fini d'enregistrer Christelle, elle décide de me raconter une anecdote personnelle qui illustre très bien le progrès qui a été fait quant à la prise en charge des parents par le personnel soignant. Elle permet aussi de comprendre l'importance qu'ont les mots lorsqu'on parle aux parents d'enfants malades. Moi, je suis née il y a 37 ans. J'ai été pour d'autres raisons en réanimation à l'âge d'1 an. La réanimation, avant, c'était pas la même chose. C'est-à-dire que c'était un parent qui devait voir son enfant à tour de rôle. Donc en fait, il faisait la queue. Il y avait une queue morbide, ma mère me racontait. C'était une file d'attente de parents qui pleuraient, qui allaient voir un enfant qui allait mourir ou voilà. Et au fur et à mesure, ils refaisaient la queue. En fait, ils refaisaient la file d'attente dès qu'ils avaient fini, parce que c'était un temps limité, c'était 10-15 minutes par visite. Et donc du coup, ils refaisaient la file d'attente. C'était d'une maltraitance, je trouve, énorme. Et comment faire l'attachement à ce moment-là ? Et comment se dire que son enfant se rappelle de soi, et comment, voilà. Et donc du coup, et c'était effectivement avec des nouvelles. Ma mère s'est vue se faire prendre par les épaules par le pédiatre en disant, maintenant, si vous croyez en Dieu, il n'y a plus que ça. Heureusement qu'on n'entend plus ça. Heureusement. Et si elle n'avait pas cru en Dieu, en fait,
Heureusement que maintenant que c'est plus pris en compte, heureusement qu'on ne parle plus comme ça, heureusement que les visites sont illimitées pour les parents. Ça a beaucoup changé. Alors là, c'est plus de 24 ans, c'est de presque 40. Et ça, la médecine pensait protéger les bébés de tout germe. C'est pour ça qu'ils le faisaient. C'était par vraiment acquis de conscience et c'était par bienveillance initialement. Mais en fait, ça a provoqué de la maltraitance de parents, comme on a pu faire aussi pour le Covid récemment. On a séparé des bébés de leur maman en se disant que c'était pour protéger tout le monde. On s'est rendu compte, et heureusement on s'est remis en question après la première vague, que non, qu'il fallait les laisser coller, et qu'il fallait plus les séparer. Mais en tout cas, par de temps en temps bienveillance et par surprotection des plus fragiles, on maltraite les familles. Et c'est en ça qu'on se dit, c'est pas juste un moment donné cette histoire. C'est que même si ça se passe bien, ils ont marqué au fer rouge cette histoire et que ça va accompagner l'enfant toute sa vie. Et en fait, on se dit qu'on fait partie de l'histoire après des familles et que autant que ça se passe le mieux possible dans la meilleure bienveillance, sans leur cacher, parce que de cacher les choses, c'est encore plus terrible. Mais en tout cas, de les accompagner et de faire en sorte qu'ils vivent les choses le moins mal possible. C'est plein d'informations, d'histoires et d'anecdotes plus intéressantes les unes que les autres que je ressors de chez Christelle. Ma mère, un pédiatre et une sage-femme, la boucle est bouclée. Je comprends maintenant que l'une des choses les plus importantes est la prise en charge des parents de prématurés. La prématurité est un sujet passionnant et qui est en constante évolution. Malgré toutes les avancées technologiques et l'accompagnement psychologique des parents et des enfants, il est important de dire qu'en dessous de 5 mois, aucune naissance viable n'a été constatée. Cela prouve qu'au-dessous d'un certain terme, le manque de développement du bébé ne peut pas être compensé par une aide médicale. L'évolution de la médecine n'est pourtant pas négative. Elle permet aujourd'hui aux grands et extrêmes prématurés de vivre avec des séquelles minimes, même s'il y a des cas où ça ne se passe pas bien. Alors qu'il y a 25 ans, les enfants nés sous la barre des 7 mois avaient peu de chances de survivre ou vivaient avec de lourdes séquelles. Moi qui suis né prématuré et qui ne savais rien sur ça, cette enquête m'a permis de comprendre la prématurité, comprendre comment elle survient et comment elle est traitée, comprendre que je suis chanceux d'être né à 7 mois alors que naître plus tôt en 1997 aurait pu m'être fatal, mieux comprendre qui je suis pour mieux apprécier la vie.